Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Soyez bienvenus à ce webinaire proposé par la Direction de la recherche et de l'innovation du CSTB. Je m'appelle Vincent Lascaux, je travaille à la direction de la communication et des relations extérieures du CSTB. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Philippe Delpech de la direction de la recherche et de l'innovation et les équipes de la direction économie et ressources et de la direction énergie environnement du CSTB. Alors nous sommes ensemble pour un petit peu moins de 2 heures, entre 1 heure et demie et 2 heures ce matin pour ce webinaire intitulé Éclairer l'avenir. Éclairer l'avenir pour réussir les transitions du secteur du bâtiment. En effet, face aux défis de la transition énergétique et des transitions énergétiques et environnementales, le CSTB développe des outils et des marges de prospective pour accompagner les acteurs du bâtiment. Nous écouterons 4 présentations qui donneront un aperçu des travaux de recherche du CSTB consacrés à cette thématique. Je vous précise que ce webinaire sera enregistré afin de pouvoir proposer un replay. Alors pour démarrer, vous assisterez à une présentation de Jérémy Elbez, qui est directeur de l'économie et de la prospective à la direction économie et ressources du CSTB, une intervention sur le rôle central des démarches et des outils de prospective pour accompagner le secteur du bâtiment qui est en transition. Puis nous aurons au programme la présentation d'un projet de modélisation prospective sur l'adéquation entre l'offre et la demande de rénovation énergétique à l'échelle territoriale. Nous poursuivons avec une présentation intitulée du développement d'un outil d'exploration des trajectoires de rénovation avec le modèle Prospex. Et nous enchaînerons avec un tour d'horizon des travaux de prospective qualitative. Alors, les présentations dureront environ 20 minutes et nous consacrerons 10 minutes de questions-réponses à l'issue de chaque présentation, hormis après l'introduction. Les questions seront remontées par Philippe Delpech, que je remercie d'avance. Quelques règles de bon fonctionnement pour ce webinaire. Vos micros devront rester en mode muet durant toute la durée du webinaire. Vous pourrez poser vos questions en les inscrivant dans le chat. Et à l'issue des 3 dernières présentations, donc hormis l'introduction, chaque question sera lue à voix haute par Philippe Delpech afin que les orateurs puissent y répondre. Les questions seront archivées et celles qui n'auraient pas trouvé réponse en séance feront l'objet de retours personnalisés à l'issue du webinaire. Donc, comme je vous le disais, un replay sera proposé pour ce webinaire ainsi que les présentations qui pourront vous être mises à disposition. Donc, merci à toutes et tous d'être là. Et maintenant, place aux interventions. Je vous propose donc de commencer par le mot d'introduction de Jérémy Elbez, comme convenu. Donc, à toi, Jérémy. Merci Vincent. Je pense qu'on voit bien mon écran. Donc, je vais juste faire une petite introduction aux 3 présentations qui vont avoir lieu à la suite. Hop. Donc, le bâtiment, c'est un élément essentiel de notre existence. Il est destiné à nous prémunir contre les intempéries, à assurer notre sécurité, notre confort et à satisfaire un nombre toujours croissant de besoins physiologiques, sociaux et récréatifs. Leur construction des bâtiments et leur exploitation va venir requérir un certain nombre de ressources, des ressources humaines, des ressources énergétiques, des ressources matérielles et des ressources financières, qui ont tendance à croître au cours des dernières décennies à mesure que les performances attendues pour les usagers sont accrues et que certains enjeux sont renforcés ou ont émergé. On peut penser au confort thermique, au confort acoustique, à l'adaptation au changement climatique, à la qualité de l'air intérieur ou à l'adaptation au vieillissement de la population. Parallèlement, le bâtiment il est confronté à un certain nombre de défis, notamment liés à son impact sur l'environnement, les gaz à effet de serre, la consommation de ressources, l'artificialisation des sols ou les impacts sur la biodiversité, qui sont des impacts qui sont notamment liés soit à la matérialité, soit aux consommations de ressources énergétiques, donc à la consommation d'énergie des bâtiments. Leur traitement il est parfois d'autant plus complexe que enjeux environnementaux et performances des bâtiments pour leurs occupants peuvent fortement interagir. Donc, notre parc de bâtiments est donc soumis à une double contrainte, réduire ses impacts sur l'environnement tout en poursuivant l'amélioration des performances. L'un des leviers principaux qu'on a pour répondre à ce défi n'est autre que la rénovation des bâtiments, qui nécessite certes l'investissement d'un certain nombre de ressources, encore une fois humaines,
énergétique, naturelle, monétaire, financière, mais qui va permettre de réduire certains impacts environnementaux tout en améliorant les performances du bâti pour l'usager et réduire potentiellement pour la suite la consommation des ressources énergétiques. Ce levier donc des rénovations énergétiques il doit être couplé à d'autres afin de répondre aux différents enjeux. On peut penser à l'évolution des usages du bâti, à l'optimisation et à l'intensification de l'usage du parc, ou encore aux innovations technologiques et organisationnelles. Si le défi n'est pas toujours simple à l'échelle d'un bâtiment, il devient beaucoup plus ardu lorsqu'on intègre lorsqu'on prend conscience de la taille du parc. On a 37 millions de bâtiments résidentiels, 1 milliard de mètres carrés de bâtiments tertiaires. Dans ce cadre, les différents enjeux, leviers et segments du parc de bâtiments font l'objet de nombreuses actions de recherche et expertise multidisciplinaires au CSTB et ils sont couverts par les différentes feuilles de route de recherche du CSTB. Donc par la feuille de route bâtiments et quartiers pour bien vivre ensemble, par la feuille de route bâtiments et villes face au changement climatique, rénovation et fiabilisation de l'acte de construire, économie circulaire et ressources pour le bâtiment, et produits de construction performants, qui est complété par le projet transverse, numérique transverse. Un peu de lag. Donc, le défi du secteur du bâtiment face aux transitions environnementales, démographiques et numériques, elle se retrouve dans beaucoup d'autres secteurs, mais elle se pose avec d'autant plus d'acuité dans le secteur du bâtiment car elle est caractérisée par un certain nombre d'inerties qui rendent la problématique plus complexe. La problématique elle est plus complexe à cause de 4 grandes caractéristiques du secteur du bâtiment. La première, c'est que le secteur du bâtiment, c'est un secteur diffus. On a un nombre considérable de bâtiments, on a 37 millions de logements, 31 millions de résidences principales. Et il se trouve que les bâtiments sont des biens durables. 80% des logements de 2050 existent déjà. Donc on sait d'ores et déjà qu'on aura un rôle central de la rénovation puisque plus des 3/4 des bâtiments seront encore là en 2050. La deuxième caractéristique du secteur vient du fait que les bâtiments sont des biens non standardisés. Il y a peu de bâtiments qui ressemblent à un autre. On a des caractéristiques extrêmement variées en termes de surface, d'architecture, de matériaux. Et j'ai un petit bug. Okay. Et en conséquence, la rénovation énergétique peut être vue comme un bien sur mesure. On a des possibilités techniques qui sont très variables et on va avoir une nécessité de recourir à une main-d'œuvre qualifiée et qui existe en nombre limité. Troisième caractéristique, les opérations de rénovation énergétique vont être des opérations qui sont ponctuelles et durables. Elles sont ponctuelles dans le cycle de vie d'un bâtiment parce qu'elles sont coûteuses et chronophages. Et en revanche, ça va être des opérations qui ont des effets durables sur 20, 30, 40 ans. Conséquence, les rénovations, même celles qu'on mène dès aujourd'hui, elles doivent répondre aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain. On a donc la nécessité d'intégrer simultanément les différents enjeux, parfois en avance de phase et dans un contexte d'incertitude. Quatrième caractéristique pour complexifier un peu le problème, on a une multiplicité de décisionnaires. On a des décideurs qui sont multiples, qui ont des caractéristiques diverses et des objectifs variés, hein, des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, des bailleurs sociaux, des copropriétaires, pour lesquels on a différentes difficultés à réaliser des travaux, notamment en raison de défaillances de marché, de barrières à l'investissement. On peut penser aux coûts de coordination dans une copropriété, aux problèmes informationnels, aux contraintes budgétaires, aux incitations partagées dans le cas des propriétaires bailleurs, à la difficulté de la gestion de la temporalité et aux incertitudes quant aux évolutions socio-économiques. Donc on a la nécessité de politiques incitatives et d'outils d'accompagnement pour atteindre et piloter les objectifs globaux. On a donc un parc de bâtiments qui évolue de manière lente, ce qui implique d'entamer dès aujourd'hui sa transformation à un rythme soutenu, mais qui évolue de manière durable, ce qui nécessite d'anticiper
un futur par nature incertain. Dans ce cadre, atteindre les objectifs de 2050 dans le secteur du bâtiment va constituer un défi aussi complexe qu'ambitieux. Il requiert de transformer en l'espace de quelques décennies plusieurs dizaines de millions de bâtiments en intervenant qu'une ou deux fois sur chacun d'entre eux afin de satisfaire une multiplicité d'objectifs dans un contexte de ressources humaines et financières qui vont être limitées et au sein d'un environnement dont les évolutions à venir portent nécessairement le sceau de l'incertitude. Dans ce cadre-là, on est obligé de souligner un rôle central de la question de la temporalité et de la condition cruciale et nécessaire qu'est la bonne appréhension et la bonne gestion de la temporalité pour réaliser ce tour de force qui est de résoudre ce casse-tête, d'atteindre les différents objectifs à 2050. Dans ce cadre, et pour répondre à cette question centrale de la temporalité, le CSTB développe un certain nombre de démarches et d'outils de prospective, à la fois pour orienter ses activités et pour accompagner les acteurs du secteur. Les démarches et outils de prospective peuvent être qualitatifs comme quantitatifs. Ça va être un ensemble de méthodes visées à identifier et anticiper les évolutions probables du secteur, mais aussi de l'environnement socio-économique, explorer les implications de différents futurs possibles, analyser les mécanismes qui régissent les interactions entre certains facteurs clés et évaluer les dispositions pour en permettre de se prémunir contre certains effets imprévus. On a, à minima, dans ce type d'approche et dans le cadre de la problématique du secteur du bâtiment, identifié 4 grands impératifs. Le premier est celui de permettre la planification et des travaux de rénovation énergétique et des trajectoires de rénovation à l'échelle du parc. La seconde, c'est de permettre des évaluations multicritères afin de réaliser dès maintenant les rénovations énergétiques pertinentes et pas avoir à revenir en arrière et potentiellement devoir corriger des interactions négatives entre différents enjeux. S'assurer de la bonne disponibilité des ressources humaines, financières, matérielles qui doivent permettre la réalisation des trajectoires de rénovation du parc au cours du temps. Et enfin, pouvoir anticiper les plus grandes incertitudes et avoir des stratégies de gestion de celles-ci. Dans ce cadre-là, le séminaire d'aujourd'hui vise à passer en revue un échantillon des démarches et outils développés en prospective au CSTB. La première présentation sera liée à la question de la prospective des ressources permettant la réalisation des trajectoires, en présentant le projet adéquation et la modélisation à l'échelle territoriale des besoins, donc la demande et de l'offre de travaux de rénovation énergétique. On aura ensuite une présentation du modèle Prospex, qui permet notamment d'explorer des trajectoires de rénovation et d'obtenir des évaluations multicritères de celles-ci. Et enfin, un panorama prospectif, un panorama plutôt des démarches prospectives qualitatives menées au sein du CSTB. Et du coup, si je ne me trompe pas, je passe à la parole à Henri. Alors, presque. C'était à moi, donc Édouard Sorin. Je vais prendre le partage. Hop, voilà. Et Henri prendra la parole au cours de cette présentation, en effet. Donc du coup, avec Henri Casella, on va vous présenter ce projet donc, sur la modélisation prospective de l'adéquation entre offre et demande de rénovation énergétique à l'échelle territoriale. Pour cela, on va suivre le plan suivant. Donc, je vais refaire une brève introduction au contexte, je vais reprendre des éléments qu'a pu présenter Jérémy. Ensuite, je passerai la main à Henri qui vous présentera plus en détail le projet, la méthodologie, les résultats. Et je reprendrai ensuite la main pour faire une petite démonstration d'un prototype de cet outil donc d'adéquation. Et je parlerai ensuite des perspectives. Donc ça fait un peu écho à ce que disait Jérémy. Je pense qu'on a tous en tête au niveau de la France la stratégie nationale bas carbone et avec une application spécifique sur le secteur du bâtiment, donc avec cet enjeu de décarbonation d'ici l'horizon 2050.
Et quand on regarde un petit peu donc, au niveau du bâtiment ce qui se passe pour pouvoir décarboner, on a plusieurs leviers ça part d'un constat, c'est que 77% des émissions du secteur ont lieu en exploitation, ça c'est les chiffres de 2019, et 80% du parc de 2050 est déjà construit. Sachant que donc dans les logements, on a des performances énergétiques qui sont améliorables avec disons, des étiquettes, donc DPE de diagnostic performance énergie, qui ne sont pas toutes à une performance absolue, et on a même des passoires thermiques. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une forte croissance de la rénovation énergétique qui va entraîner différents enjeux. Et l'un de ces enjeux, ça va être une augmentation des besoins en emploi, aussi bien parce qu'on va vouloir faire des rénovations qui sont plus performantes, on parle beaucoup de rénovation globale ou des piliers de performance de la rénovation, et aussi un taux de rénovation qui va être plus élevé. Et si on regarde un petit peu les travaux qui ont été faits sur ces discussions-là, donc on a les travaux de Build Up Skills qui ont été publiés par l'ADEME fin 2024, qui disent que pour faire ça, il va falloir passer on avait 163 000 ETP en 2012 à 340 000 d'ici 2030. Donc on voit bien qu'on va multiplier en fait par 2 le nombre d'emplois, que ce soit des emplois directs, des emplois d'accompagnement technique. Et ça, c'est dans le cadre du scénario S2 de l'ADEME, qui correspond plus ou moins au scénario SNBC. Au niveau des enjeux, on a parlé que c'était une stratégie nationale carbone, mais en fait, donc, les stratégies souvent dont on parle par rapport à l'évolution du parc, c'est une stratégie nationale, mais on sait qu'au niveau des emplois, c'est un enjeu territorial. Donc, comme on le voit avec ce graphique, on voit bien qu'il y a, selon les régions, différents éléments qui vont influer sur les disponibilités en emploi, et avec, dans le secteur de la construction, de toute façon, en 2019, une tension qui est très forte, un petit peu partout. Un autre enjeu, c'est de se dire qu'on a des besoins qui vont être variables selon les domaines de travaux. Pendant très longtemps, on a principalement remplacé les fenêtres grâce aux aides qui étaient fournies pour la rénovation. Maintenant, si on veut aller sur des performances plus poussées au niveau de la rénovation, il va falloir augmenter aussi au niveau de l'isolation les besoins en demande. Donc ça veut dire qu'il va falloir basculer ou au moins augmenter la disponibilité des emplois au niveau des travaux d'isolation. Et aussi au niveau des équipements, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on a une grande variété d'équipements disponibles, que ce soit aussi bien pour l'eau chaude sanitaire que pour les chauffages. Et donc, en fonction de quel type d'équipement on va vouloir mettre en place, on va pas avoir forcément besoin exactement des mêmes métiers. Donc, les besoins, une fois qu'on a regardé un petit peu ce contexte et ces enjeux, c'est de se dire qu'on va vouloir étudier l'adéquation entre offre et besoin en rénovation en regardant le nombre d'emplois, c'est-à-dire combien d'emplois on va avoir besoin et combien d'emplois sont disponibles, selon les différents territoires de la France. On va regarder ça à horizon 2030, horizon 2050, et il va falloir aussi qu'on observe ça par domaine de travaux. Ce qu'on veut aussi faire, c'est étudier différents scénarios, que ce soit des scénarios d'évolution de l'offre, c'est-à-dire comment l'offre va évoluer en fonction du vieillissement de la population, en fonction des différentes systèmes d'éducation, enfin filières d'éducation à la chercher pour former les gens. Et on va aussi regarder quelle est l'évolution des besoins, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va vouloir rénover, à quelle vitesse et pourquoi. Et l'idée, c'est d'arriver à proposer aussi une méthode qui est réplicable et robuste. Donc, on va voir, on a voulu faire toute une chaîne de modélisation, utiliser des bases de données que l'on sait pérennes et qu'on va pouvoir aller mettre à jour chaque année. Et aussi avoir du coup toute une méthode et un modèle qui est paramétrable en fonction des différentes questions auxquelles on veut répondre. Tout ça, ça a amené au développement d'un outil de modélisation et de visualisation. Et du coup, je vais laisser la parole à Henri à partir de maintenant. Yes, bonjour à tous, merci Edouard. J'espère que je n'ai pas coupé trop la fin de ta slide précédente. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais donc vous présenter cet outil adéquation qu'on a développé donc au sein de DER sur 2 années. Donc, la finalité, elle a été présentée finalement par Edouard, c'est celle d'accompagner les plans de rénovation énergétique dans leur dimension emploi-compétences. Et donc, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'essayer de définir, caractériser, identifier les déséquilibres entre les besoins et les disponibilités de la main-d'œuvre pour réaliser donc cette rénovation énergétique. Et ça, on le fait avec un indicateur d'adéquation que je vais vous présenter et qu'on va vous présenter au cours de ce webinaire. Et donc, pour positionner les choses, nous, ce qu'on a réfléchi en termes de les besoins en rénovation correspond à la demande de rénovation et la disponibilité pour la réaliser correspond à l'offre de rénovation. Voilà, c'est les termes qu'on va réutiliser régulièrement et de façon un peu indifférenciée au cours de cette présentation. Donc, la construction, c'est un indicateur d'adéquation
donc l'objectif, la finalité, c'était de voilà, caractériser cette rencontre entre un besoin et une disponibilité, un besoin de main-d'œuvre et une disponibilité. Et donc, elle doit être mesurée au niveau d'un territoire, par geste, comme l'a expliqué Edouard, et par année, et selon des scénarios qui vont être contrastés, que ce soit des scénarios d'évolution de ces besoins ou de ces disponibilités. Le marché qu'on étudie, c'est celui de la rénovation énergétique du secteur résidentiel pour la France métropolitaine. Et on a défini cet indicateur d'adéquation par tout simplement la division de la disponibilité par le besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cas où l'adéquation est supérieure à 1, c'est-à-dire que la disponibilité est supérieure au besoin, on est dans une situation finalement où il y a des opportunités pour réaliser des travaux, puisque finalement il y a de la manœuvre disponible pour réaliser des travaux, et on se dit que du coup les aides financières, notamment distribuées par l'Agence nationale du logement, vont avoir un assez important levier. Dans le cas contraire, dans le cas où l'adéquation serait inférieure à 1, là, dans ce cas-là, en fait, on a des besoins, une demande de rénovation qui serait supérieure à la disponibilité et la capacité de la filière à y répondre. Donc, dans ce cas-là, il y a des besoins de formation, il y a des besoins de réorientation de la manœuvre. Et puis, nous, on le voit aussi comme finalement un indicateur qu'il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des besoins et des travaux à réaliser qui ne trouveraient pas finalement d'entrepreneurs pour le réaliser. Donc là, c'est aussi un indicateur d'opportunité. Alors, pour construire cet indicateur, on s'est appuyé sur une démarche qui considère l'évolution de l'offre et de la demande de rénovation énergétique de façon autonome et indépendante. C'est-à-dire qu'on va modéliser d'un côté un indicateur d'offre et de l'autre côté un indicateur de demande, et c'est leur rencontre qui nous permet finalement d'obtenir cette adéquation, de la caractériser à un échelon territorial. Donc, pour chacune de ces dynamiques, on a par contre les mêmes étapes. Donc, ça passe d'abord par la description d'un état initial. Donc, pour l'offre de rénovation énergétique, c'est comprendre quels sont les travailleurs qui réalisent les travaux de rénovation énergétique aujourd'hui et demain. Et pour la demande, c'est finalement quels sont les gestes de rénovation qui sont financés. Ensuite, dans un second temps, à partir de cet état initial, on va se mettre dans une dynamique de projection et prospective. Et donc, cette modélisation, par contre, elle est un petit peu différente pour les deux initiatives. Pour l'offre, en fait, on est sur des scénarios d'évolution des emplois. Donc, TP, ça correspond à équivalent temps plein. Donc, c'est le nombre d'emplois en capacité de réaliser ces gestes. Et pour ce qui est de la modélisation de la demande, on est sur une démarche qui est un peu plus complexe en termes de modélisation. C'est une chaîne de modélisation où on va d'abord estimer la demande au niveau national, la territorialiser, puis après la convertir en nombre d'équivalents temps plein. Tout ça nous amène à, d'un côté, la disponibilité en main-d'œuvre pour les gestes de rénovation et les besoins en main-d'œuvre. Et c'est bien la rencontre entre ces deux qui nous fournit cet indicateur d'adéquation. Donc là, dans cette partie, je vais préciser un peu plus en avant la façon dont justement on a modélisé chacune de ces deux composants, ces deux volets de façon autonome. Donc, pour ce qui est de la demande, la première chose qui a été faite, c'est de modéliser à l'échelle nationale par l'outil qui s'appelle Memphis. Donc, c'est un modèle technico-économique qui est partagé entre l'ADEME et le CSTB. Il est calibré sur des comportements passés d'investissement dans des travaux de rénovation énergétique. Et les décisions d'investissement, finalement, elles se basent sur deux choses. D'une part, les caractéristiques bâtimentaires des logements et les caractéristiques socio-économiques des occupants. Donc, on regarde à la fois, finalement, le besoin de rénovation, on va dire, lié à l'état du logement, son étiquette DPE, par exemple, et la capacité de financement du ménage. Et donc, ce modèle, il va intégrer également les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique, type donc financé par l'ANA, type MaPrimeRénov', que ce soit des aides au geste ou des aides à la performance. Donc, cette modélisation de la demande, elle se fait d'abord à l'échelle nationale, et puis, dans un second temps, on va en fait territorialiser cette demande, et ça s'appuie sur une démarche statistique de projection de la demande. En fait, on fait tourner le résultat, sur des échantillons qui sont plus faibles qu'au niveau national, ce qui nous permet d'avoir une estimation au niveau, ça peut être au niveau départemental de cette demande. Et puis une fois qu'on a une demande pour un échelon territorial qui serait, mettons, le département, en fait, on va convertir le nombre de gestes financés, donc le nombre de remplacements de chaudières, le nombre de mètres carrés d'isolant posés, en nombre d'équivalents temps plein. Et donc ça, on se dit par exemple, pour une chaudière, je ne sais pas, une personne a un équivalent temps plein annuel, par exemple, il est capable de remplacer, je ne sais pas, je veux dire 35 chaudières dans l'année. Et donc ça, c'est ce qui nous permet de convertir un nombre de gestes en nombre d'emplois.
La modélisation de l'offre, donc comme je l'ai dit, elle s'appuie sur une démarche qui est moins un chaînage de modélisation, qui est plus une démarche statistique et d'essayer de mobiliser des sources de données qui sont plus disparates. On part de 2 questions. Qui fait de la rénovation énergétique aujourd'hui et qui en fera demain? Donc, qui en fait aujourd'hui? Aujourd'hui, les entreprises qui réalisent des travaux de rénovation énergétique, finalement, on les a nous classées en 2 catégories pour des raisons, encore une fois, de disponibilité des données. Premièrement, on a regardé ce qu'étaient les entreprises RGE, c'est-à-dire des entreprises reconnues garants de l'environnement. C'est une certification qui est délivrée par des organismes certificateurs et validée par l'ADEME, qui donne en fait la certification d'une compétence dans un type de geste de rénovation énergétique. Et donc, on est parti donc pour cette partie de la population, pour les entreprises RGE, finalement, les compétences qu'elles ont en rénovation énergétique, c'est celles tout simplement pour lesquelles elles disposent de la certification. Et puis, il y a les autres. Et donc, les autres, c'est les entreprises qui sont non RGE. Et donc, pour estimer les compétences qu'elles pourraient mobiliser dans la rénovation énergétique, en fait, on s'est basé sur les corps de métier, les métiers tout simplement de ces entreprises, en se disant que finalement, un plombier chauffagiste qui n'était pas RGE avait à peu près les mêmes compétences qu'une entreprise de plomberie chauffagerie en RGE. Et donc, en se servant finalement de notre connaissance assez fine des entreprises RGE, en fait, on s'est dit, voilà, pour les entreprises qui ne sont pas RGE, finalement, ils ont des compétences assez similaires. Et donc, tout ça, ça aboutit finalement à une estimation du volant potentiel mobilisable dans la filière en termes de compétences dans la rénovation énergétique. Puis la troisième étape, après, c'est d'estimer à partir de ces 2 populations, quelle était la part des emplois qui étaient mobilisés aujourd'hui dans la rénovation énergétique résidentielle. Et donc, pour ça, on s'appuie sur plusieurs sources statistiques. Et avec bien sûr une part dans la rénovation énergétique qui est plus importante pour les entreprises qui sont RGE que pour les entreprises qui ne le sont pas. Et puis à partir de cet état initial, donc on projette, donc c'est-à-dire on fait une projection temporelle, on estime à partir aujourd'hui jusqu'à 2050 l'estimation de l'offre qui va être mobilisée. Donc cette projection, elle s'appuie sur des scénarios. Et donc ces scénarios, c'est des scénarios, là pour le coup qu'on n'a pas développé, on les a repris d'une étude de l'Observatoire du BTP. Pour ce qui est juste de la période 2023-2030, et puis après 2030-2050, on a fait des projections ad hoc. Et là, par exemple, aujourd'hui dans l'outil, on a utilisé 3 types de scénarios. Un scénario qui est conforme aux objectifs de la SNBC, on va dire en termes de disponibilité de l'offre. Un scénario qui est plus tendanciel, comme une disponibilité croissante de l'offre et de l'activité dans la rénovation énergétique, puis un scénario un peu de crise de la rénovation énergétique. Pour la demande, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, on n'est pas sur une démarche statistique où on va juste estimer une évolution à partir d'un état initial, on est sur la paramétrisation d'un modèle. Et là, ce sur quoi on va jouer, c'est les aides et les subventions à la rénovation énergétique avec 2 types de modélisation. Un scénario qui est finalement tendanciel, AME, scénario donc avec des mesures existantes, et puis un scénario AMS avec des mesures supplémentaires. Alors, pour ce qui est des résultats, donc c'est des résultats qui sont provisoires. Nous, on a beaucoup travaillé finalement la convergence, tout le montage et la chaîne de modélisation qui permet d'arriver aux indicateurs. On a la partie qui reste à faire, finalement, c'est plus la fiabilisation des résultats. Donc, à partir là, pour ce qui est de la demande en gestes, donc là, vous voyez, c'est le nombre de millions de gestes financés. Donc, on a une typologie, voilà, on a une typologie en termes de quels sont les gestes qui sont financés par année. Ça, c'est converti en nombre de TP. Donc, il y a une estimation à un pic qui est autour de 140 000 ETP après 2030. Et puis après, finalement, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on a, après, finalement, on est capable de les territorialiser cette demande et donc de l'estimer à un niveau départemental. Alors, par exemple, on voit qu'il y a énormément, globalement, il y a un tropisme un peu vers le nord, vers l'ouest, et globalement vers les grands centres urbains, en termes de financement potentiel des travaux demain. Et on voit que c'est à la fois, du coup, le revenu et l'état du parc, les besoins, en tout cas, en termes de rénovation qui tirent la demande. Pour ce qui est de l'offre, donc là, ce que je vous présente, c'est le scénario tendanciel, c'est-à-dire, voilà, on prend à peu près, là, on en est, on va dire, sur la période récente, sur les 3-4 dernières années, et puis on projette à l'avenir. Donc, on a globalement une activité qui est répartie entre isolation, chauffage, changement de système énergétique et changement des ouvertures. Donc là, c'est une projection tendancielle avec donc une croissance. Et là, sur la courbe, je ne vous ai pas différencié pour le coup ce qui était de la part des entreprises RGE et non RGE. Donc, grâce à l'outil, en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est notamment de projeter, donc de visualiser cette offre
aller à un échelon départemental. Et du coup, je vais repasser la main à Edouard pour qu'il vous présente justement cet outil, ce prototype, pour être plus précis. Là où on en est. Je vous remercie. Ouais, merci Henri. Je retombe exactement sur voilà, la même cartographie que vous venez de voir. L'idée, c'était que toute cette chaîne de modélisation qui nous permet de faire pas mal de choses, donc d'avoir une projection de l'offre, que ce soit pour les entreprises RGE, pour les entreprises non RGE, en plus on peut distinguer à l'échelle des départements et aussi du coup des régions, c'est qu'on puisse en fait le visualiser pour regarder différents scénarios. Donc là, on a bien proposé 3 scénarios, un scénario tendanciel, un scénario de crise, un scénario SNBC de projection de l'offre. On voit qu'on a bien les différents nombres de TP disponibles à l'échelle de chaque département. L'idée, c'était qu'on puisse aussi regarder ça à l'échelle de la région, parce qu'on va le voir, je vais montrer juste après sur l'adéquation. En fait, la question, elle est plus régionale que départementale finalement. On voit qu'on peut regarder du coup pour les entreprises RGE, pour les entreprises non RGE, et bien sûr la somme des deux, en fonction des différents domaines de travaux. Donc c'est vraiment l'idée d'en faire un outil qui puisse permettre de visualiser pour différents territoires, est-ce qu'on va avoir des problèmes d'offres ou pas, quelle est la disponibilité, est-ce qu'il faut par exemple aider les entreprises à s'insérer dans certains territoires. Et donc ça, c'est juste quand on parle de disponibilité de l'offre. Et si on va regarder ensuite en adéquation, on a donc les mêmes choses. Et ce que vous a présenté Henri, c'est qu'on peut faire varier différents scénarios. On a aussi bien des scénarios de projection de la demande qui peuvent évoluer, donc avec mesures existantes ou mesures supplémentaires, par exemple. Et on peut regarder du coup quel est l'impact sur les différents scénarios de projection aussi. Alors là, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne bouge pas, mais l'échelle, elle bouge bien. Et on peut regarder au niveau de l'isolation en fonction de différentes années. On va regarder du coup cette projection en fonction des différentes années. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment à la phase de prototype, mais qui a bien cette ambition à terme de proposer toute une visualisation et vraiment une aide pour pouvoir voir est-ce que cette adéquation fonctionne ou non. Du coup, je vais juste partager 2 secondes histoire de me remettre sur la bonne slide pour la perspective. Hop. Voilà, je reprends. Donc au niveau des perspectives sur ce projet, déjà on va parler de quels sont les apports spécifiques du projet. On a bien vu qu'on avait une approche territoriale et ça c'est assez innovant quand on a regardé par rapport à ce qui se faisait à côté. On va pouvoir différencier aussi les domaines de travaux. On va pouvoir prendre en compte aussi bien l'offre pour les entreprises RGE que pour les entreprises non RGE, qui est quelque chose que on cherche souvent à avoir en fait, c'est tout le scope au niveau de la rénovation. Et on a aussi la possibilité de comparer des scénarios aussi bien d'évolution de l'offre que d'évolution de la demande, de façon indépendante, c'est-à-dire leur évolution peut être considérée comme indépendante. C'est une preuve de concept donc, qui est fonctionnelle. On a vu il y a un prototype qui existe. Par contre, c'est une chaîne de modélisation qu'il va falloir continuer à maturer pour aboutir à quelque chose de vraiment robuste. Et l'idée, c'est de développer du coup un outil qui sera adapté, donc qui sert bien à un besoin sur ces questions-là. Et les suites prévues par rapport à ce projet, ça va être donc de fiabiliser toutes les hypothèses qu'on a pu faire, qu'elles soient aussi bien techniques et aussi au niveau des aspects économiques. Étendre le périmètre d'étude, c'est-à-dire regarder potentiellement d'autres scénarios, regarder d'autres types de travaux, ce genre de choses. Diffuser les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Et en termes d'usage de l'outil, pour le moment, on prévoit un usage interne, mais on a pour volonté d'en faire un outil qui soit diffusé. C'est juste qu'on ne sait pas encore avec quelle modalité on va le faire et dans quelle temporalité. Voilà. Du coup, merci pour votre attention sur cette présentation. Et si vous avez des questions, je laisse Vincent dire comment ça va se passer. Oui, écoutez, ça va se passer très simplement. Merci Edouard et merci Henri déjà pour cette présentation. Donc nous passons maintenant, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. Philippe, peux-tu nous donner la première question, s'il te plaît? Effectivement, alors il y a plusieurs questions. Alors je rappelle à tous que vous pouvez inscrire vos questions dans le chat. Je reviens un peu dans l'historique d'une première question qui concerne le parc. Alors c'était au moment de la présentation de Jérémy. Peut-être pouvez-vous donner un petit élément de réponse concernant la bonne connaissance qu'on a du parc de bâtiments français. Alors déjà, est-ce qu'on a une distribution de l'âge des bâtiments? Est-ce que vous avez une information à ce sujet? Et puis également,
un peu l'idée de la répartition entre propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, bailleurs sociaux et copropriétaires. Est-ce que vous pouvez nous commenter? Je peux y aller, Henri, si tu veux, sur, Ouais. sur celle-là par rapport à la connaissance du parc. Globalement, donc, au CSTB, on a développé donc, la base de données nationale des bâtiments qu'on appelle BDNB. Et donc dans cette base de données, on a de grandes informations sur le parc de bâtiments, entre autres la distribution de l'âge des bâtiments du parc français. On va l'avoir très bien sur le résidentiel, un petit peu moins sur les bâtiments qui sont non résidentiels, mais on a pas mal d'informations quand même sur le vieillissement du parc. Par rapport à ce qui est des propriétaires, occupants, bailleurs et autres, on a aussi quelques informations qui nous permettent un petit peu de cibler les différents propriétaires du parc immobilier français. Donc ça, voilà, c'était sur les connaissances autour du parc. Après, je sais qu'il y a une présentation de l'outil de prospective Oui, exploratoire un peu après, et plus je tard. pense qu'il y aura un petit peu plus de détails qui seront donnés à ce moment-là aussi. Très bien, ben, merci. Donc il y avait une deuxième question qui concernait l'accès à ces outils. Euh, Est-ce que vous pouvez nous indiquer s'ils seront disponibles publiquement ou à quelle échéance? Ou peut-être, à défaut, donc un rapport détaillé des résultats obtenus par ces modèles. Je peux prendre l'outil si tu veux, Henri, je te laisse sur le rapport peut-être. Hmm. Au niveau de l'outil, donc c'est un petit peu ce que je disais donc, dans la slide perspective. À l'heure actuelle, on le voit comme un outil interne parce qu'il faut qu'on regarde aussi au niveau des droits, des données. Enfin, il y a plein de petits éléments qu'on doit regarder avant de savoir ce qu'on peut diffuser. Mais l'ambition, je dirais, derrière cet outil, c'est effectivement que ça soit un outil qui soit diffusé à la filière pour aider justement à tout ce qui va être transition environnementale et autres et à répondre à tous ces enjeux-là. Donc on a bien cette ambition-là. Par contre, je ne peux pas donner à l'heure actuelle de calendrier parce qu'il faut qu'on établisse une stratégie très claire. Là, on a proposé ça à la suite d'un projet. Et du coup, Henri, je te laisse te parler sur est-ce qu'il existe un rapport détaillé, une étude ou autre. Ouais, très bien, merci. Il existe un rapport détaillé sur la méthodologie, effectivement, qui nous permet d'arriver à ces résultats. Alors que ma connaissance n'a pas encore été diffusée, mais qui peut l'être, hein. Je veux dire, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas forcément de difficulté. Ce qui est pas achevé, en fait, c'est plus le côté explicatif et des résultats qu'on va obtenir, finalement, l'exploitation des résultats en termes économiques, ce qu'on va pouvoir dire de ces indicateurs d'adéquation, avec finalement, comme je pense que vous pouvez le percevoir, en gros, voilà, on est très content d'avoir réussi à obtenir ces indicateurs. Il nous reste à tester un peu la fiabilité et leur représentativité, ce qu'ils sont capables de dire en termes économiques. Donc, en fait, sur la méthode, on est capable de la décrire et c'est déjà fait. Finalement, le rapport existe. Pour ce qui est de l'exploitation des résultats, il faudra voir effectivement là aussi quelles sont les ambitions qu'on se donne. Ça, c'est pas encore Très bien. établi et en tout cas arrêté. Ok, Après, il y a merci. plusieurs questions. Peut-être, Philippe, tu Oui, peux résumer je, plusieurs questions, je pense, alors en fait, les deux questions suivantes. Alors, déjà pour revenir sur le rapport, s'il est disponible ou si il a vocation à être disponible, peut-être vous pourrez donner un lien de téléchargement dans votre tout à fait. présentation qu'on diffusera. Donc voilà, très bien. Des questions suivantes qui concernaient un peu la connaissance entre les besoins la répartition des besoins entre les maisons individuelles et les appartements. Est-ce que vous avez ce niveau de détail? Oui, on a ce niveau de détail. La réponse est Je, oui. je peux aller plus loin, mais Oui, je voudrais avoir le temps de. Enfin, je vois notamment une question, mais qui s'y rapporte, qui est ah, celle de la question de l'instabilité du montant des aides financières. À quel oui, point on est ok, capable de prendre on va dire dans le détail les très incitations bien. et surtout le montant des aides publiques qui sont adressées à différentes catégories de ménages pour différents types de logements en fonction de leur catégorie. Et donc ça, oui, c'est vraiment l'ambition du modèle qu'on vous a présenté, qui est le modèle Memphis, qui est une façon d'estimer les besoins. C'est un modèle prévisionnel dans le sens où finalement on part de ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on estime. C'est une projection qui est en fait, voilà. Jusqu'ici, les gens sont comportés de telle façon face à telles incitations économiques. Si on modifie les incitations économiques, globalement, on pense qu'ils vont réagir à peu près de la même façon. Donc ça, c'est ce modèle technico-économique. À noter qu'on est capable d'introduire d'autres types de modèles de demande, donc d'estimation des besoins. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose qui sera présenté plutôt dans la prochaine présentation. Mais à noter que c'est possible aussi, finalement, on est capable d'intégrer différentes façons d'estimer l'évolution des besoins de rénovation. Et Ok, pour, très pour, bien. euh,
pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a des questions qui sont très reliées à ça, à l'heure actuelle, on s'est appuyé sur la modélisation de Memphis pour le scénario de demande, parce que c'est un outil qu'on avait à disposition et qui permet de prendre en compte un certain nombre de choses. Par contre, justement, toute cette chaîne de modélisation, l'objectif, c'est que si demain vous arrivez avec des scénarios de demande spécifiques que vous voulez évaluer et voir s'ils sont en adéquation avec l'offre, et ben, c'est un petit peu aussi l'un des objectifs de cet outil, c'est d'être capable d'intégrer des scénarios spécifiques que l'on souhaiterait modéliser. Donc on a bien cette ambition-là. Pareil, sur l'offre, on a proposé des scénarios de projection, mais si demain il y a d'autres scénarios qui sont envisagés, eh bien, c'est aussi l'idée de les intégrer. C'est vraiment l'idée d'avoir un outil de modélisation robuste qui permet de paramétrer différents éléments dont des scénarios à différents endroits pour pouvoir regarder qu'en est-il de l'adéquation territoriale après. Ok, très bien, merci. Donc, vous avez répondu à la question concernant le projet Memphis également. Une question sur la prise en compte du temps nécessaire pour acquérir, enfin, de formation pour acquérir les compétences liées aux besoins, aux attentes en rénovation énergétique. Est-ce que ce facteur-là est intégré? Non, c'est pas pris en compte. Je peux envoyer des, des travaux qui sont plus pertinents sur le sujet, notamment ceux de la DARES, la direction du ministère du Travail, qui s'occupe de cette dimension emploi compétences. C'est pas là-dessus que ce travail est le plus pertinent. À noter quand même que dans les perspectives que nous on envisage, c'est notamment la possibilité d'imbriquer cet outil avec d'autres outils qui sont un peu plus fins justement dans l'estimation des dynamiques, on va dire, territoriales de formation. Et donc ça, c'est des choses également qui sont prévues à l'agenda 2025 pour voir justement à quel point on peut aller précisément vers ces questions d'information qui sont à l'heure actuelle pas disponibles dans l'outil. Et très bien, merci. Donc, il y a une question également qui concerne alors, les taxes d'habitation, les droits de richesse, donc taxes d'habitation et foncières, est-ce qu'elles sont intégrées dans le financement des rénovations? Non, on n'a pas sur un modèle on va dire, de performance financière d'un bien immobilier. Voilà, je vais pas prendre en compte l'intégralité. Ce qu'on regarde, c'est finalement, est-ce que la rénovation énergétique d'un logement va être rentable du point de vue de l'évolution des prix avec des estimations d'évolution du prix de l'énergie et du coût des travaux. Ça, c'est le premier truc qui déclenche les travaux. Alors, on rajoute les aides les aides au geste, et puis on prend en compte également ce qu'on appelle des éléments qui sont des coûts cachés. Voilà, le fait que, par exemple, une isolation par l'intérieur, ça fait que les gens préfèrent changer des fenêtres, on va dire, à budget équivalent. Les gens ont peut-être préféré changer des fenêtres parce que, en termes d'occupation lors des travaux, c'est une journée, alors que l'isolation par l'intérieur, en fait, ça dure un certain temps et en plus, on perd des mètres carrés. Voilà, c'est ce genre de coûts cachés qu'on intègre dans la fonction de rentabilité des travaux mis en œuvre. Mais par contre, non, on ne prend pas en compte ces questions de taxes financières, de taxes d'habitation. D'accord, merci. Vincent, je te laisse nous indiquer si notre temps de questions s'achève ou pas. Non, Donc, je continue. tu peux y aller, oui. Donc là, il y a une question qui concerne si vous aviez des exemples de certification que vous prenez en compte pour modéliser l'indicateur offre et comment cela est fait, si c'est le cas. Je veux bien répondre. Et puis j'ai vu en dessous aussi qu'il y avait une remarque sur le fait que les entreprises RGE étaient aussi compétentes que les entreprises non RGE. C'est pas du tout le sens effectivement du message, donc je vais le repréciser. Ça me donne cette opportunité-là. Très bien. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous allez voir une entreprise du bâtiment et vous lui demandez quelle est la part de marché dans la rénovation énergétique, on va vous donner une estimation, mais c'est extrêmement compliqué de savoir, en fait, à des niveaux statistiques agrégés nationaux, quelle est la part dans la rénovation énergétique, enfin dans la rénovation entretien déjà, et quelle est la part dans la rénovation énergétique. Donc ces données, elles n'existent pas, en fait, en tant que telles, à des échelons nationaux. Il y a des estimations qui sont basées sur des questions d'enquête, par exemple l'INSEE fait ça, mais sachant que, voilà, en plus, il faut que les entreprises qui répondantes fassent une certaine taille. Et ça ne vous aura pas échappé, dans le bâtiment, on a entre 600 et 700 000 entreprises individuelles. Donc, en fait, c'est très, très dur de connaître le tissu très diffus dont parlait Jérémy, simplement de réalisation des travaux. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est basé, encore une fois, sur les données dont on disposait. Et donc, la façon dont on a réfléchi, c'est de se dire, bon, aujourd'hui, les entreprises RGE, elles ont des certifications dans les compétences. Voilà. Et si demain, ce label RGE était étendu, si demain, une entreprise qui jusque-là ne faisait pas de rénovation énergétique se mettait à en faire,
ou qu'il y avait diffusion plus importante du label, finalement, son choix de certification, quel serait-il? En fait, on se base sur, voilà, pour des codes, ce qu'on appelle des codes NAF, ce sont ces codes d'identification des activités françaises. Voilà, donc le plombier chauffagiste, 4312, si je ne m'abuse. S'il n'est pas RGE, il risque d'avoir, je dirais, de choisir les certifications RGE qui sont celles des autres plombiers chauffagistes. Donc ça, c'est vraiment la démarche. L'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autre façon d'estimer quelle est la part des travaux réalisés par les entreprises qui ne sont pas certifiées RGE. Il faut bien comprendre que des entreprises qui ne sont pas certifiées RGE, elles peuvent très bien avoir une part importante de leurs travaux dans la rénovation énergétique. C'est simplement que peut-être leur clientèle ne leur demande pas ce label, parce que, par exemple, elles ne sollicitent pas d'aide. Par rapport à ça, oui, c'est vrai qu'on pourrait le rappeler, on part donc des données RGE parce que c'est un endroit où on a des données. Par contre, à aucun moment on a travaillé sur l'impact de la certification, sur la qualité des travaux ou autre. C'était pas le sujet de ce projet-là. On est vraiment juste dit, on a des données RGE où on sait ce que font les entreprises, c'est-à-dire dans quel domaine de travaux elles sont certifiées. Donc on sait qu'elles font au moins ces travaux-là de rénovation. Et c'est à partir de ce proxy-là, j'appelle ça un proxy moi, qu'on va pouvoir estimer l'ensemble en fait de l'offre, que ce soit des entreprises RGE et non RGE, parce qu'on nous a souvent fait la remarque que oui, mais la rénovation énergétique à l'heure actuelle en France, elle n'est pas que aidée, et on sait très bien qu'il y a toute une offre qui n'est pas RGE qu'il faut aussi prendre en compte. Donc voilà pourquoi on a fait ça, et donc vraiment il n'y a aucun enjeu pour nous sur la certification, qu'il en faut une et autres, c'était pas du tout le sujet de notre projet. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je crois, Vincent, qu'on arrive à la fin de notre temps dédié aux questions, Oui, tout à malheureusement. fait. Alors, Tout à fait. on peut préciser malgré tout que toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on pourrait y répondre a posteriori, après le webinaire, si nous avons les coordonnées des personnes, et autrement, eh bien, les coordonnées de nos orateurs seront également diffusées, donc vous pourrez aussi prendre contact directement avec eux pour avoir plus de précision. Oui, merci Merci. Philippe. Merci pour ces questions et merci pour ces réponses. Donc, je vous propose de passer maintenant à la présentation suivante. Donc, la présentation du développement d'un outil d'exploration des trajectoires de rénovation. Voilà, le projet Prospex qui va vous être présenté par Erwan Chesneau et Nora Garot. Je vous laisse la main, c'est à vous. Merci beaucoup Vincent pour l'introduction. Donc effectivement, on va vous présenter le modèle Prospex avec Enora. Tac. Donc comme on va repartir de l'introduction qui a été faite précédemment par Jérémy, et donc la prospective, les démarches prospectives au CSTB ont plusieurs objectifs, et un objectif est de aider à la planification et de réaliser des trajectoires d'évolution multicritères d'un parc de bâtiments. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit Prospex et donc notre modèle exploratoire au sein du CSTB. Donc, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est pour commencer une trajectoire, il faut un point de départ, et donc on va devoir caractériser le parc actuel et le plus finement possible, et d'avoir, si possible, le potentiel d'évolution. Ensuite, on va pouvoir simuler différents scénarios d'évolution du parc résidentiel en priorité, où on va prioriser les rénovations, notamment en fonction d'un indicateur qu'on définira comme objectif ou indicateur cible de cette trajectoire. Ensuite, en parallèle, on va également pouvoir estimer un grand nombre d'autres indicateurs. Donc, c'est là où on arrive sur du multicritère. Donc, on aura un indicateur cible, un indicateur objectif, et on va pouvoir objectiver l'ensemble des trajectoires que l'on va créer par d'autres indicateurs totalement différents. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, mesurer le degré d'effort qu'on a à fournir pour répondre à la trajectoire. Donc, si on se replace un peu sur l'origine, donc les trajectoires du coup d'évolution, c'est un point indispensable pour pouvoir faire des stratégies d'évolution d'un parc de bâtiments. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de trajectoires qui sortent, notamment la SNBC qui a déjà été évoquée précédemment. Et donc, on va essayer de répondre à différentes questions en fonction des acteurs auxquels on s'adresse. Si on s'adresse par exemple à des bailleurs, on pourra se poser la question de quel sera l'état du parc en 2050 si le rythme de rénovation actuel est poursuivi sur la durée. Mais aussi,
on peut partir sur ce qui est législatif. Aujourd'hui, on a une interdiction de location des passoires thermiques qui rentre en vigueur. Et donc, on peut se poser la question de quelle est la stratégie qui doit être mise en place pour pouvoir éradiquer ces passoires thermiques du parc de bâtiments. Si on s'adresse plus particulièrement à des collectivités, par exemple, les collectivités peuvent avoir des questions sur les flux de déchets qui vont être générés au sein de son territoire par le secteur du bâtiment à l'horizon 2030, par exemple, et donc par l'ensemble des rénovations, des constructions et des déconstructions qui seront réalisées. Et il y a aussi toute la partie sur les émissions carbone, donc quelles seront les émissions carbone générées par le secteur du bâtiment à horizon 2050 au sein de la collectivité. Pour les pouvoirs publics. Donc, on a aujourd'hui la SNBC qui donne un cadre, un objectif vers lequel tendre. Mais par contre, si on fait le lien avec la présentation qui vient d'être faite par Edouard et Henri juste précédemment, on peut se demander quel sera l'impact sur le besoin en main-d'œuvre, sur l'adéquation offre-demande de la trajectoire SNBC. Et il y a tout un tas d'autres acteurs. Si on regarde par exemple des assureurs, un assureur peut se demander quelle sera la proportion de son parc d'un parc de logements qui sera vulnérable aux aléas climatiques à horizon 2050, où on peut parler des aléas climatiques comme le risque d'inondation, le risque argile, etc. Et si on regarde plutôt tout ce qui sera sur la demande énergétique, donc plutôt sur les fournisseurs énergétiques, on peut avoir des estimations de la demande en énergie du parc résidentiel à horizon 2050, que ce soit en électrique ou en gaz. Donc le modèle se base sur des grands principes, 4 grandes étapes. On va tout d'abord donc la partie de caractérisation du parc de logement. C'est une étape très importante. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de la base de données nationale des bâtiments, donc la BDNB, qui est développée au sein du CSTB, qui nous permet d'avoir un grand nombre d'informations sur sur l'ensemble des bâtiments français. Et c'est que la caractérisation des bâtiments résidentiels est très aboutie. Ces données pourront être également complétées, corrigées si besoin pour les compléter. Ensuite, il y a toute une étape de paramétrage de la trajectoire. Donc, c'est la partie scénarisation. On va prendre une partie de contexte général où on va notamment définir un scénario d'évolution climatique, quelle sera l'évolution de la météo à horizon 2050, mais toute une partie de paramétrage, par exemple du coût de l'énergie, des rythmes de rénovation que l'on met en place, etc. Grâce à tout ça, on va pouvoir calculer un grand nombre de critères, que ce soit des émissions carbone, etc. Mais on reviendra plus en détail sur l'ensemble des critères qu'on est capable de modéliser à ce jour. Et ce qui va nous permettre de hiérarchiser, d'appliquer des gestes de rénovation, des bouquets de rénovation à l'ensemble des bâtiments et de proposer, d'estimer une trajectoire d'évolution du parc de bâtiments. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, la première étape est donc la caractérisation de notre parc. Donc, on a besoin d'avoir une connaissance fine de ce parc et pour identifier notamment les leviers les plus pertinents à appliquer. Donc, on a la BDNB qui va nous permettre d'avoir un grand nombre d'informations sur ces bâtiments et on va pouvoir appliquer sur ces informations pour compléter les données manquantes des enrichissements. Les enrichissements pourraient être faits de différentes manières. On a une expertise métier, on peut compléter des informations par de l'expertise métier, par du machine learning, mais aussi, par exemple, si on s'adresse à un bailleur, ce bailleur peut avoir une connaissance fine de son parc et peut nous communiquer ces informations et nous, on les prend en compte pour caractériser le parc de logement. Donc, on va avoir un grand nombre d'informations, des informations assez générales sur l'usage, l'année de construction, la surface, etc. des bâtiments, des informations sur la matérialité, est-ce que mon bâtiment est isolé ou non, quels sont les types de menuiserie en place, quels sont les types, quel est le vecteur énergétique, quel est le type de chauffage actuel, et des informations sur la performance des bâtiments, notamment les étiquettes DPE, et chaque bâtiment est localisé. Donc, on aura également, on pourra savoir s'il se situe dans un périmètre ABF, donc on aura des contraintes sur les types de rénovation qu'on pourra effectuer, ou à proximité d'un réseau de chaleur. Et si on veut aller un peu plus loin, on peut aller chercher des statistiques un peu plus poussées. On peut chercher là un petit exemple où on sort la proportion des énergies consommées en fonction des étiquettes DPE des bâtiments. L'étape suivante, c'est la scénarisation des trajectoires. Donc, on a plusieurs possibilités. Donc, on va
paramétrer ce qu'on va modéliser ensuite. Donc, on peut appliquer des scénarios qui sont externes, qui sont définis par d'autres experts. On peut utiliser par exemple les scénarios SNBC, les scénarios ADEME neutralité carbone, mais on peut aussi laisser le choix à l'utilisateur de paramétrer la totalité de son scénario. Il pourra nous donner son rythme de rénovation, de déconstruction à utiliser, quel type d'évolution du prix de l'énergie il veut appliquer, etc. Et in fine, on peut aussi combiner les deux approches et faire un peu des méthodes de scénarisation hybride. Et tout cela est possible parce qu'on a des données prospectives à disposition, que ce soit sur la météo, sur les coûts, sur les émissions carbone, etc. Donc, on a quelques grands blocs. Donc, il y a toute la partie sur le contexte territorial qu'on va pouvoir étudier, sur l'évolution de la démographie, sur les aides à la rénovation à disposition dans le territoire, des infos sur la dynamique du secteur, donc sur les rythmes de rénovation, construction et déconstruction, des infos sur la rénovation, quelle typologie de bâtiment on va rénover, quel est le rythme, quel est le scénario de rénovation qu'on va mettre en place, et également les contraintes techniques. Et tout ça, on va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite. Et toute la partie sur la construction, quelle est la typologie des bâtiments que l'on va construire, quelle est la typologie des bâtiments que l'on va déconstruire au cours de la trajectoire. Donc pour faire cela, donc, on a besoin de définir un objectif. C'est notre indicateur cible et qu'on va essayer d'aller atteindre. Et on va devoir quantifier l'impact des différents leviers vis-à-vis de cet objectif et regarder du coup l'évolution aussi à travers d'autres indicateurs. On a le choix des gestes de rénovation que l'on peut appliquer ou non à nos bâtiments. Donc pour cela, on a une base interne de gestes de rénovation et donc on va créer des bouquets de rénovation. On a différents types de bouquets qu'on peut appliquer, des rénovations qui sont thermiques, on va uniquement toucher l'enveloppe, des rénovations énergétiques, on va uniquement changer le vecteur énergétique, et des rénovations qu'on peut appeler globales, on va toucher aussi bien l'enveloppe que le système énergétique. On sait bien que les bâtiments sont très différents et que chaque solution de rénovation ne peut pas s'appliquer à l'ensemble des bâtiments. Donc, on va mettre des règles d'éligibilité sur ces gestes de rénovation. Et si on donne quelques exemples, par exemple, si on a une production centralisée avec une boucle d'eau chaude, le système énergétique qu'on pourra mettre en place, c'est notamment un raccordement au réseau de chaleur urbain, du gaz, du biogaz, de la pompe à chaleur. Par exemple, si on est sur une production individualisée, le choix va être un peu plus restreint. On va pouvoir passer sur une production gaz ou une électrique, par exemple. Si on s'intéresse à l'enveloppe, on a une approche qui est contextualisée. Comme je l'ai dit, on connaît la position de chaque bâtiment et donc on va pouvoir prendre en compte l'état du bâti existant. Donc, si la performance de l'enveloppe est déjà très bonne, on ne va pas réappliquer des gestes de rénovation pour avoir un gain très faible, voire dégrader la performance actuelle. Et on sait également, si on est en zone ABF, par exemple, on ne va pas proposer d'isolation par l'extérieur qui pourrait être problématique dans le quartier. Et donc, à partir de là, je vais laisser Enora nous expliquer la modélisation. Oui, merci Erwan. Du coup, effectivement, maintenant qu'on a paramétré en fait tous nos scénarios, c'est-à-dire le taux de rénovation qu'on veut, etc., il va falloir modéliser ces trajectoires. Donc, on va partir de la caractérisation du parc, qu'Erwan nous a présenté à partir de la BDNB et les enrichisseurs qu'on a. On va pouvoir utiliser les gestes qu'on a choisis, déterminer l'éligibilité sur chacun des bâtiments suivant leurs spécificités. On va pouvoir choisir une règle de hiérarchisation des bâtiments pour en fait vraiment sélectionner la rénovation et ensuite répondre finalement au scénario qu'on a mis en place. Et on va appliquer des contraintes sur cette trajectoire, donc contraintes démographiques, de rénovation, de construction, etc. Donc à partir de l'ensemble de ces informations, on va pouvoir créer cette trajectoire. Donc en fait, on va avoir une boucle temporelle qui va se passer année après année. C'est-à-dire qu'on va prendre l'état initial du parc, on va sélectionner un nombre de bâtiments pour les rénovations, en fonction des règles de hiérarchisation, des contraintes et de l'éligibilité des gestes. On va mettre à jour le parc avec ces rénovations, avec les nouvelles constructions et les déconstructions qu'on aura choisies, et on calculera l'ensemble des indicateurs multicritères qu'il y a derrière. Et cette boucle, elle va être ensuite rétroactive, c'est-à-dire que l'état final du parc va devenir l'état initial du parc à l'année d'après.
Et du coup, on va pouvoir faire ça année après année jusqu'à l'horizon temporel voulu. Du coup, au niveau de la modélisation des trajectoires, on va prendre en compte plusieurs choses. Donc tout d'abord, on va prendre en compte la déconstruction des bâtiments. Donc cette déconstruction, elle peut se passer de différentes manières. Donc on va prioriser en fait les bâtiments à déconstruire. Donc ici, on va pouvoir choisir par exemple les passoires thermiques qui ont un faible potentiel de rénovation, qu'on va choisir comme étant mis de côté car impossible en fait à faire passer à une performance thermique suffisante pour répondre aux enjeux qu'on nous demande, la SNBC ou les enjeux de limitation des passoires thermiques d'ici 2025-2030. On pourra choisir une autre chose. On va prendre en compte la construction neuve. Donc cette construction neuve, actuellement, en fait, on va prendre une approche par ratio. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre des bâtiments un peu fictifs dans ces indicateurs, mais qui vont avoir une surface, une performance thermique, un type de vecteur énergétique. Dans le futur, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des archétypes de bâtiments neufs, basés notamment sur les bases de données de l'ARE 2020, pour ensuite prendre en compte vraiment cette évolution au fur et à mesure du temps. Et enfin, la troisième partie, c'est qu'on va prendre en compte la rénovation. Donc cette rénovation, comment ça se passe? C'est qu'on va prioriser les bâtiments suivant une règle définie. Donc on va par exemple dire qu'on va prioriser les bâtiments qui vont avoir un gain énergétique ou carbone finalement le meilleur après rénovation. Et on va les choisir ces bâtiments-là en premier. Et on va remplir en fait des sacs afin de dire, genre chaque année, on doit rénover 1000 bâtiments. Et ben on prend les 1000 bâtiments qui sont les plus performants après rénovation. Sauf que ce n'est pas forcément suffisant des fois. Donc on va pouvoir ajouter des contraintes finalement à cette hiérarchisation. Donc, on va pouvoir se dire, par exemple, qu'on veut éradiquer les passoires thermiques en premier lieu. Donc, on va d'abord rénover tous les bâtiments qui vont être E, F ou G. On peut se dire aussi qu'on veut au final une répartition entre différents vecteurs énergétiques à la fin. Donc, c'est-à-dire qu'on veut connecter au minimum 10% de bâtiments à des réseaux de chaleur, avoir 20% qui fonctionnent à la biomasse, etc. Donc, en fait, on va pouvoir aussi hiérarchiser finalement ce remplissage de vecteurs énergétiques. Et toutes ces contraintes et hiérarchisation, on peut l'adapter finalement aux besoins des utilisateurs afin de garder un outil qui est assez modulable et applicable aux différents enjeux finalement des acteurs. Ensuite, une fois qu'on a toute cette trajectoire, on va pouvoir calculer les indicateurs. Donc cet indicateur, ça va être vraiment du multicritère avec des briques finalement qui vont être connectées les unes aux autres. Donc ce multicritère, il passe par différentes thématiques. Donc on va pouvoir avoir des critères environnementaux. Donc que ce soit le carbone, la biodiversité, la CV. On va pouvoir avoir des indicateurs qui vont être liés aux ressources, donc la matérialité, tout ce qui va être l'eau, par exemple, ou les besoins en manœuvre. Et ensuite, on va voir tout ce qui est consommation d'énergie, forcément, qui est un peu le nerf de la guerre de ce que je vous ai présenté juste avant, mais aussi le confort thermique, les qualités d'air pour les occupants et tout ce qui va être lié au coût, donc la valorisation des externalités, le coût des investissements, le coût de maintenance, et finalement le coût global que ça va impliquer sur les trajectoires, ce qui va être aussi quelque chose d'assez important, parce qu'on va vouloir calculer le coût efficace finalement de nos trajectoires et de nos rénovations. Donc comment ça se passe avec tous ces indicateurs? Ils vont être finalement connectés entre eux, c'est-à-dire qu'on va d'abord calculer la consommation d'énergie, qui va en fait pouvoir nous donner les émissions de CO2 de cette consommation, et du coup les coûts. Donc on va pouvoir en fait évaluer de manière, à travers plusieurs indicateurs, le gain de consommation que ça nous donne. Autre chose aussi, si jamais on a la matérialité, on va pouvoir calculer aussi la pollution intérieure des logements, tout en prenant la pollution extérieure, ce qui va nous donner en fait l'impact de la qualité de l'air sur les occupants et du coup leur santé. Donc tous ces indicateurs, on ne les a pas forcément actuellement. Donc on en a quelques-uns. Donc là on a le carbone. Donc carbone avec les émissions qui sont liées aux consommations, mais aussi toutes les émissions liées à l'impact de la rénovation et l'utilisation finalement de ressources. Donc ce qu'on appelle le scope 1 et 2 et le scope 3. On va voir la consommation d'énergie. Donc consommation d'énergie essentiellement conventionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire qui vont être liées au DPE. On a des briques qui sont en cours de développement et qui sont presque mis en place, donc tout ce qui va être besoin en main-d'œuvre. Ainsi que la qualité de l'air qui sont liées aux émissions extérieures. Donc l'émission intérieure, il manque la matérialité pour y répondre. Et on en a 3 qui sont prévus pour notamment 2025. C'est le confort thermique, la valorisation des externalités et le coût. Donc coût d'investissement, coût de la consommation d'énergie et du coup le coût global qui en est lié. Donc tout ça, c'est bien beau. Mais du coup, on va montrer un peu des illustrations de résultats très génériques. Donc si jamais on prend un parc de bâtiments, donc n'importe lequel, on va regarder à l'échelle bâtimentaire tous les bâtiments et on va regarder pour l'état initial et l'état projeté tout ce qui est vecteur énergétique, l'isolation de l'enveloppe et du coup l'étiquette DPE qui va en découler.
Donc, on va créer ces trajectoires en choisissant le taux de rénovation qu'on veut, avec les nouvelles constructions, la déconstruction et la répartition de vecteurs énergétiques, par exemple. Donc, tout ça, ça va nous donner des résultats. On va pouvoir voir en fait les gestes qui vont être retenus sur la période qu'on a simulée. Donc, c'est-à-dire ici, par exemple, on simule de 2021 à 2030. On voit qu'au fur et à mesure des années, ce n'est pas forcément les mêmes gestes qui vont être appliqués, ni forcément le même nombre de travaux de rénovation qui vont être faits. Donc, on va pouvoir regarder ça sur les murs, les fenêtres, toute la partie enveloppe, mais aussi le chauffage et le CS. On va pouvoir voir aussi si la répartition des combinaisons de gestes, qu'est-ce qui est impacté. Est-ce qu'on va faire plutôt des rénovations globales, des rénovations en plusieurs gestes ou des rénovations uniquement sur les systèmes. Donc ça, c'est paramétrable par l'utilisateur, mais si jamais l'utilisateur ne paramètre pas, c'est choisi automatiquement par la règle de hiérarchisation. Et ce qui est important aussi, ça va être tout ce qui est évolution des étiquettes DPE. Est-ce que notre parc, finalement, d'ici à 2030, répond bien aux exigences et quelle est finalement la répartition des bâtiments? Est-ce qu'on est plutôt avec des bâtiments qui vont être rénovés jusqu'à étiquette A, l'étiquette B, etc. Donc ça, c'est les indicateurs, on va dire, globaux, mais on va pouvoir voir aussi tout ce qui est évolution de la trajectoire, donc évolution des coûts. Donc, on va pouvoir le voir aussi l'impact des différentes parties, donc c'est-à-dire les bâtiments qui vont continuer à évoluer tels qu'ils sont actuellement, donc ici dans 2022. On va pouvoir voir l'impact de la rénovation sur les coûts et sur les émissions carbone, mais aussi la part des émissions qu'on va supprimer grâce à la déconstruction et la part des émissions qu'on va rajouter à cause des bâtiments construits. Donc, ça va permettre aussi de faire un équilibre finalement entre la construction neuve et la rénovation afin de diminuer les coûts, diminuer les émissions des GES et voir si finalement on atteint les objectifs qu'on s'était fixés au début. Et du coup, ce qu'il va falloir retenir de tout ça, de ce qu'il va retenir de Prospex, c'est que Prospex, c'est un outil d'exploration qui va être multicritère. Donc, c'est-à-dire qu'on va simuler à une échelle parc, mais qu'on va vraiment regarder à la maille bâtiment ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire vraiment la spécificité des bâtiments avec leur performance thermique, leur vecteur énergétique et leur localisation finalement dans le parc. On va avoir un horizon qui va être 2050 et on va pouvoir simuler ça à un patent annuel. Donc, on pourrait imaginer d'aller plus loin, mais ça demande aussi d'avoir des données aussi prospectives associées. Donc, Prospex, c'est aussi un outil modulable et qui va être adaptable aux différents enjeux des acteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser n'importe quelle partie du parc français métropolitain, sachant que forcément, il y a des parties du parc qu'on va mieux connaître que d'autres, mais qui va pouvoir être complétées par des données de l'utilisateur si jamais celui-là connaît bien son parc. On va pouvoir simuler une variété de scénarios, donc des variétés de scénarios qui peuvent être externes, mais aussi qui peuvent être vraiment paramétrés par l'utilisateur. On va pouvoir avoir des règles de priorisation qui sont donc soit internes à l'outil, tel qu'on vous a montré, soit qui vont être personnalisables. Et on va pouvoir choisir vraiment comment on veut rénover. Et on peut rajouter des indicateurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une liste finalement de sorties qu'on va avoir sur les trajectoires, qu'on peut ensuite combiner pour sortir les indicateurs voulus par l'acteur concerné. Donc cet outil, on a fait une proof of concept finalement sur un parc de bailleurs sociaux. Donc, pour montrer que ça fonctionnait et qu'on pouvait sortir des trajectoires vraiment paramétrées au plus proche des enjeux. Mais c'est un modèle qui a été utilisé sur le parc de bailleurs social, mais qui est toujours en cours de développement. Donc après, l'objectif, c'est de l'appliquer sur différents types de parcs existants sur le parc métropolitain. Donc, on est ouvert à des collaborations là-dessus, si jamais des collaborations de projets pour appliquer Prospex dessus. Donc, merci pour votre attention. On vous a mis le contact donc, de Edouard qui a fait la présentation d'avant, d'Erwan et du coup du mien. Et, du coup, je laisse la parole pour les questions. Merci beaucoup Enora, merci Erwan pour cette présentation et ce timing parfaitement respecté. Philippe, c'est le moment des questions-réponses. Nous avons effectivement plusieurs questions. Alors certaines questions, vous y avez répondu, donc je ne vais pas y revenir. Peut-être je commence par celle qui concerne l'historique d'évolution-destruction. Est-ce qu'on a connaissance de cette historique et depuis quand? Est-ce que vous sauriez répondre à cela? Je ne sais pas si Nora, tu veux y aller. J'ai quelques éléments. Donc, grâce à la BDNB, on peut avoir l'historique de la construction. On a une très bonne connaissance du coup des constructions résidentielles, c'est assez précis. Sur la déconstruction, c'est un peu plus compliqué.
On a des estimations des taux de déconstruction, mais c'est des données qui sont un peu plus compliquées à obtenir. D'accord, très bien. Alors, après, il y a une deuxième question ici qui concerne l'impact environnemental de la déconstruction sur le bilan total. Et comment l'avez-vous pris en compte? Est-ce que vous pouvez faire un commentaire à ce sujet? Du coup, la déconstruction, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des taux d'impact carbone de cette déconstruction. Et du coup, qu'on va prendre en compte dans le scénario, sachant que la déconstruction, c'est bien un paramètre en entrée du scénario, c'est pas un paramètre de sortie. Par contre, ce qu'on va pouvoir voir, c'est avoir l'impact de cette déconstruction sur l'évolution des émissions, sur l'évolution du scope 3 finalement qui va être impliqué dans toute la partie scénarisation jusqu'à 2050. Et Donc, on a un merci. taux carbone. Très bien. Alors, il y avait également un commentaire un peu général. Est-ce que se focaliser sur les aspects énergétiques, c'est pas un petit, comme moteur principal de la rénovation, est-ce que c'est pas un peu réducteur? Est-ce qu'il y a d'autres dynamiques de rénovation à examiner de façon à avoir une vision un peu plus large? Qu'en pensez-vous? Hum, en fait, là, on s'était intéressé sur un point de vue énergétique où finalement, les trajectoires peuvent être regardées et réalisées avec l'ensemble des critères que l'on a à disposition, que l'on aura plus tard. Le focus est fait principalement aujourd'hui sur l'énergie. On peut tout à fait regarder la globalité des indicateurs qu'on produit et les mettre comme objectif et regarder beaucoup moins l'énergie. Et ça pose aucun problème dans la démarche. Et ce Bien, qu'on pourrait rajouter aussi, merci. c'est qu'on a des gestes de rénovation qui sont effectivement très axés énergie. Après, c'est vrai qu'on a, genre, sur l'application là qu'on a fait, on a aussi rajouté des gestes de rénovation qui vont plutôt être de qualité. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont juste être de la rénovation, non pas énergétique, mais plutôt des logements ou des parties communes. Donc ça va être il faut évaluer par contre l'impact carbone de ces gestes de rénovation. Donc ici, pareil, on avait mis un taux d'impact pour le scope 3 du carbone qui était lié à ces gestes de rénovation par mètre carré touché. Et du coup, c'est vraiment plus grosse maille à ce moment-là. Et merci. Vous aviez commenté un peu, mais peut-être vous pouvez repréciser si l'estimation du volume de bâtiments à déconstruire. Est-ce que vous pouvez donner des précisions à ce sujet? Bah, du coup, le volume est donné par la partie paramétrage. Donc, c'est-à-dire ça va plutôt être l'utilisateur qui va indiquer le nombre de bâtiments à déconstruire, enfin, utilisateur ou finalement scénario externe. Mais on choisit pas nous-mêmes le nombre de bâtiments à déconstruire. Ça va être une entrée du modèle. Et on ne choisit pas. En fait, le Prospex ne définit pas lui-même les rythmes de construction, déconstruction ou rénovation. C'est paramétré dans un scénario et c'est ces données qui sont utilisées pour réaliser la trajectoire. Le Prospex lui-même ne calcule pas de rythme, pas de taux de construction au fil de l'eau. Ok, très bien, merci. Une question qui concerne les performances réelles des travaux réalisés. Est-ce que vous avez comment pris en compte les calculs de DPE pris en compte les limites du calcul de DPE dans ces estimations? Du coup, aujourd'hui, on se base sur un moteur de calcul qui effectivement calcule uniquement l'énergie conventionnelle. C'est prévu justement dans les prochaines 2025-2026 de voir comment en fait basculer de cette énergie conventionnelle à une énergie déjà plus réelle, du coup prendre potentiellement l'effet rebond. Par contre, on suppose qu'effectivement la rénovation qui est réalisée en bonne et due forme, c'est-à-dire que si jamais on met il y a un isolant, il est mis de la bonne manière. Donc c'est pas aujourd'hui, la rénovation, on va dire, elle est un peu parfaite. C'est une des limites et clairement c'est quelque chose qui est en cours d'étude et qui serait à rajouter dans le modèle dans les prochaines évolutions. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Erwan, dessus. Parfait. Ok, alors une question qui concerne l'impact du changement climatique sur la résilience des matériaux et procédés constructifs lors des travaux de rénovation. Est-ce que c'est pris en compte dans votre modélisation? Aujourd'hui, non. On a des performances qui sont fixes, mais c'est dans une direction dans laquelle on voudrait aller, de faire varier les performances
en fonction du coup du climat. C'est pas on a peu de données actuellement, c'est des choses sur lesquelles on essaye d'avancer, mais pour l'instant, c'est pas pris en compte. Et une question qui concerne des paramètres microéconomiques, comme le revenu, le niveau de revenu des occupants et les aides publiques qui seraient allouées aux rénovations. Est-ce que vous les prenez en compte ces critères-là, ou ce déterminant, ou est-ce qu'au contraire, c'est uniquement basé sur des règles de hiérarchie pour le parc global, en choisissant les meilleures rénovations? Aujourd'hui, c'est uniquement des règles de hiérarchisation. On ne prend pas en compte la caractéristique des ménages, etc., ni les aides à la rénovation de ce fait. Mais par contre, sur la partie des aides, on peut imaginer des calculs de coûts, notamment des coûts d'investissement, qui pourraient prendre en compte ces aides à la rénovation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer des développements futurs dans ce sens. Alors, une question qui concerne l'installation des PAC. Quelles sont les contraintes dont vous tenez compte pour l'installation de l'installation de PAC RO ou RR dans les logements collectifs, y compris donc incluant le chauffage collectif? Est-ce que vous avez ce niveau de détail? Du coup, effectivement, on a tous les paramètres qui vont être liés au bâtiment, avec si jamais il a son type de chauffage, s'il a une distribution hydraulique, une distribution collective ou individuelle. Ces contraintes-là, en fait, ça va être très lié avec le projet dans lequel on va se baser, sachant qu'on va partir du fait que si jamais il y a une distribution collective eau, le passage à une PAC RO à la place d'une chaudière va être beaucoup plus facilité. Donc, que ça va nous permettre. Par contre, il y a des acteurs qui, même s'il n'y a pas de distribution hydraulique qui existe actuellement, vont quand même vouloir faire ce passage à une PAC RO. Donc là, ça va impacter, on va rajouter en fait un coût qui va être lié à ce passage-là. Donc ça dépend vraiment de l'acteur qui va définir le scénario. C'est pour ça qu'on avait dit que c'est un outil assez modulaire. On va pouvoir choisir les contraintes qui vont s'appliquer. Sachant qu'effectivement, on va quand même partir, dans les logements collectifs, en tout cas, si on est dans du social ou si on est dans du privé, on ne va pas forcément aussi avoir les mêmes contraintes de changement de système. Donc, c'est un peu large ma réponse, mais on prend en compte effectivement la présence de distribution hydraulique individuelle. Enfin, si jamais elle est présente, si elle est non présente, on va prendre en compte au fait que c'est aussi si jamais dans une zone de patrimoine historique, sachant que en ce moment, il y a des travaux en cours côté CSTB pour analyser, notamment à partir de la BDNB, si ces contraintes sont vraiment impactantes ou non dans le parc de logement actuel, en regardant effectivement les bâtiments avec des DPE qui ont ce type de système PAC et dans des zones finalement de contraintes d'urbanisme, si jamais les contraintes sont vraiment pertinentes ou non. Et pour les PAC hybrides, c'est vraiment plutôt au choix de l'utilisateur pour savoir s'il veut pousser finalement l'installation de ce genre de PAC ou pas. Merci. Donc, alors toujours une question en lien avec les PAC et donc les systèmes de chauffage. Est-ce que vous avez pris en compte les régimes de température des émetteurs de chaleur? Et question complémentaire, est-ce que vous considérez des systèmes d'appoint au chauffage, ou vous considérez que chaque logement a un système unique? Du coup, alors, je vais partir de la fin. Sauf, vas-y, Erwan, si tu veux. Non, c'est bon, j'allais te dire, tu pouvais y aller. Pour les systèmes d'appoint, c'est pris en compte dans le calcul de l'état initial. On ne le prend pas en compte dans la partie rénovation. On suppose que quand on rénove le système de chauffage principal et on ne prend plus en compte le système secondaire. Donc, c'est clairement aussi une limite là-dessus parce que le chauffage, le chauffage d'appoint, il est souvent oublié justement dans les simulations à grande échelle alors qu'il prend une part quand même importante. Mais par contre, il faut savoir qu'est-ce que ce chauffage d'appoint devient une fois qu'on rénove de manière performante. Est-ce qu'il est oublié? Est-ce qu'il est gardé? Donc ça, c'est vrai que c'est pas pris en compte. Et la première partie, c'était quoi déjà la première partie de la question? C'était sur les régimes de température des émetteurs de chaleur. Oui, les régimes de température. Oui, on a posé la question pour d'autres types de projets. C'est vrai que ces régimes de température, on les a pas. On pourrait potentiellement essayer de les deviner en fonction de l'âge du bâtiment, peut-être la rénovation et le type de système.
C'est des études en cours sur d'autres parties. Aujourd'hui, ça l'est pas en tout cas, on n'a pas la contrainte dans Prospex parce qu'on n'a pas la donnée. Mais c'est clairement quelque chose qui est en tête et qui est dans la liste des contraintes qu'on aimerait bien mettre en place. Très bien. Écoutez, merci. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là pour cette série de questions. Vous pouvez continuer à répondre dans le chat si vous voulez bien, Erwan et Enora. Et puis, Vincent, je crois qu'il faut qu'on passe à la présentation suivante. Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on avance. Donc, merci Philippe, merci Enora, merci Erwan. Je vous propose maintenant d'aborder notre dernière présentation, à savoir un tour d'horizon des travaux de prospective qualitative, un outil pour anticiper et préparer les transformations du secteur à 2050. Et pour cela, nous écouterons donc Denise Almeida et Marine Lebars de la direction économie et ressources. Oui, bonjour. Merci Vincent. Normalement, mon écran, vous le voyez et vous m'entendez bien. Nickel. Donc, on va vous faire avec Denise un panorama des travaux de prospective qualitative qu'on réalise au CSTB. Donc, il y a un outil pour anticiper et préparer les transformations du secteur à 2050. Contrairement aux deux présentations précédentes réalisées par nos collègues, vous n'aurez pas de résultats concrets annoncés. C'est vraiment un panorama donc, des travaux qui sont réalisés pour présenter ce que nous faisons. Alors. On va commencer par mettre la prospective qualitative en contexte, peut-être avec une petite définition et ses principes principaux. Le but de la recherche qualitative est de développer des contextes qui nous aident à comprendre les phénomènes sociaux dans des contextes naturels plutôt qu'expérimentaux, en mettant l'accent sur les significations, les expériences et les points de vue de tous les participants. Dans d'autres termes, c'est d'imaginer en fait les futurs probables, les évolutions, les futurs possibles probables et leurs évolutions en prenant en compte en fait les visions partagées des acteurs de l'écosystème. Elle se base sur les principes suivants. Donc, on sait que le monde actuel, il est en mouvance, il est dynamique, ce qui peut conduire à des changements structurels récurrents déclenchés par différents facteurs que l'on peut voir du coup sur la droite de mon écran. Ils peuvent aller des aléas climatiques au chômage, aux conflits géopolitiques, au risque d'approvisionnement. Et ces facteurs ont des relations entre eux de cause-effet qui peuvent être identifiées. Si on prend par exemple l'exemple, je pense, le plus courant pour tous et qui est relativement récent, on peut prendre le conflit géopolitique de la guerre en Ukraine, qui, lui, a résulté sur des ruptures d'infrastructures qui ont eu un impact sur la disponibilité de ressources et donc sur le risque d'approvisionnement, mais également sur l'inflation. Donc, ça montre bien en fait que ces différents acteurs ont des relations entre eux qui sont interconnectées. Avec la prospective qualitative, il est possible d'agir en fait sur certains de ces changements, soit en intervenant, soit en les anticipant. Et donc, c'est le but en fait d'évaluer ces futurs possibles et ces possibles changements pour justement anticiper au mieux l'avenir. La prospective quantitative et qualitative sont des approches qui sont complémentaires. Donc, les deux présentations précédentes ont mis en avant la prospective quantitative, qui permet en fait la compréhension de mécanismes et de chaînes causales plus complexes en modélisant des points de passage et des trajectoires et en évaluant les scénarios et les risques. Ça permet en fait d'illustrer et de donner des points de repère à la prospective qualitative qui, elle, va pas seulement limiter les futurs possibles aux futurs qui sont modélisables. Elle va développer des visions partagées et identifier les sujets émergents. Et par exemple, en identifiant des sujets émergents, elle peut renvoyer à la prospective quantitative qui va permettre de donner des sujets justement à modéliser ainsi que des scénarios. Donc, si on reprend l'un des schémas de la prospective quantitative présenté précédemment, pour scénariser des trajectoires, la prospective qualitative, elle va permettre de créer des scénarios propres à un acteur, à un métier ou à une thématique qui est choisie. Et elle va permettre d'envisager des tendances socio-économiques plus variées ou des scénarios de rupture intégrant les incertitudes. Donc justement, c'est en allant imaginer, discuter davantage avec l'écosystème pour prendre en compte ce qui n'est pas modélisable. Elle va permettre également de définir un indicateur objectif qui est plus réaliste ou plus pragmatique justement aux contraintes de l'acteur et de son contexte,
en prenant en compte les sujets émergents et prioritaires, donc à travers les indicateurs multicritères qui, eux, vont être identifiés en fonction justement de l'objectif que ce sera imposé l'acteur et ce qui est en accord avec son contexte et ses contraintes. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Denise pour présenter notre activité autour de la prospective qualitative au CSTB. Oui, merci Marine. Bonjour à toutes et à tous. Donc là, comme bien l'a dit Marine, cette présentation elle est un panorama. Donc je vais vous présenter quels sont les axes qui orientent nos travaux sur la prospective qualitative au CSTB. Donc un premier axe, il est orienté à l'animation et au montage de comités d'experts autour de thématiques. Donc là, notre rôle, c'est de monter, animer des ateliers et aussi des comités avec des experts et des sponsors parce que c'est des démarches qui sont sponsorisées normalement. Donc là, on va réfléchir sur les problématiques liées à une thématique donnée et quelles sont les actions à mener sur ces thématiques. Un deuxième axe de nos travaux, de notre activité actuelle sur la prospective qualitative, partent sur l'accompagnement des acteurs. Donc, c'est vraiment orienté aux besoins des acteurs. Donc là, on va mener des réflexions sur la prospective, sur une thématique qui soit pertinente de l'acteur. On est vraiment basé sur l'intelligence collective dans ce type de démarche. Et on va aussi aider dans la réflexion de les stratégies de l'acteur. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse l'aider à anticiper certains changements, certaines tendances qu'on peut observer dans les scénarios futurs et qu'on puisse aider l'acteur à se préparer ou anticiper ces enjeux. Donc là, c'est pour le deuxième axe. On a aussi un troisième axe qui est plus sur les développements des connaissances communes pour les secteurs de bâtiment. Donc, le CSTB, il a envie de pouvoir partager et avoir ces socles communs des connaissances et pratiques sur la prospective pour les secteurs de bâtiment, très propre au secteur de bâtiment, parce qu'il y en a plusieurs façons de mener la prospective. Donc, c'est un peu l'idée de pouvoir organiser et animer des groupes de travail sur des sujets particuliers pour regarder justement les évolutions sur la réglementation, des tendances, des questions environnementales ou sociétales. Voilà, donc ça c'est pour le troisième axe. Donc si on peut entrer dans les détails de ces premiers axes qui est lié au comité d'experts. Donc là, pour les comités thématiques, on se base beaucoup sur une méthode qui est structurée, qui va vraiment structurer les travaux de prospective qualitative au sein du CSTB. Donc, cette méthode, elle a été développée par Futurible et elle a été appliquée par le CSTB et l'ADEME en 2022 dans les cadres d'Imaginons ensemble les bâtiments de demain. Donc, dans ces travaux d'Imaginons ensemble les bâtiments de demain, on a une méthode basée sur 3 étapes. Donc, la première étape, on va identifier les facteurs clés. Donc, en lien avec ce que Marine a présenté, on va identifier quels sont les facteurs qui ont une importance sur les évolutions futures dans les cadres de la thématique étudiée. Donc, dans les cadres de bâtiments, imaginons ensemble les bâtiments de demain, on a eu 22 facteurs clés qui ont été identifiés et divisés dans 4 groupes, comme vous voyez dans les premiers groupes, dans les premières images à gauche. Donc, une fois qu'on a bien identifié chaque facteur clé, on va faire une analyse rétrospective et prospective de chacun d'entre eux. Donc, on va faire un zoom. On va regarder dans ces facteurs clés qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières décennies et on va identifier 2 grandes incertitudes pour les futurs. Donc, on va regarder quelles sont deux possibilités de qu'est-ce qu'on ne sait pas, comment ça va évoluer dans le futur. Et donc, en croisant les extrêmes de ces incertitudes, on va avoir dans la résultante de ces croisements entre ces 2 incertitudes, 3 ou 4 hypothèses qui sont vraiment contrastées. Donc, à la fin de cette étape, on a ce qu'on appelle les radars prospectifs. Donc, dans les radars prospectifs, on a la liste de tous les facteurs clés et chaque facteur clé avec ses hypothèses contrastées. Pourquoi c'est important? C'est parce que dans l'étape 3, ce qu'on va faire, on va explorer les scénarios possibles, qu'on va justement croiser. Donc, c'est la combinatoire des hypothèses de chaque facteur clé pour raconter une histoire. Donc, c'est une procédure très
très basé sur l'intelligence sur l'intelligence collective. Donc, chaque membre va regarder quel est le combinatoire qui peut raconter une histoire qui a du sens. Donc, on va vous présenter les risques globaux, qui sont les premiers facteurs sur les contextes. Donc là, les deux grandes incertitudes, c'est quelle est la fréquence, l'intensité de crise dans les futurs et est-ce que ces crises, elles vont impacter l'activité, comment elles vont impacter l'activité du secteur? Est-ce que l'offre, elle sera plus contrainte ou moins contrainte? Et est-ce que ces crises, elles seront graduelles ou pérennes? Donc là, c'est graduelles ou de courte durée. Donc là, ce que vous voyez dans l'abscisse, dans les coordonnées. Donc, on voit bien qu'il y a les deux extrêmes qui sont bien représentés et en croisant ces extrêmes, on voit les hypothèses possibles pour l'évolution sur l'accès. Donc, soit on aura une pénurie totale, soit on aura des difficultés d'approvisionnement sur les ressources critiques, soit on aura une offre diversifiée mais peu impactée. Donc, ça, c'est les résultats pour ces facteurs clés. Donc là, on a fait cet exercice pour les 9 facteurs clés. Et après, on a fait l'exercice avec les membres du comité pour aller faire la combinatoire entre les hypothèses de chaque facteur en commençant par un ou par l'autre avec des différents schémas possibles pour raconter des histoires intéressantes. Donc là, on a eu... on est justement dans ce travail des tri. On a déjà trié pas mal les scénarios et là, on est en train de confirmer ces scénarios, d'avoir la validation finale pour avoir les travaux finis de ces comités. C'est pour ça que je ne vous présente pas les résultats de cette étape. Elles seront présentées dans un colloque de restitution où vous serez les bienvenus si vous êtes intéressés à participer. Donc là, si on passe au deuxième type d'activité qu'on peut avoir sur l'accompagnement des acteurs dans la réalisation d'une démarche prospective. Donc là, on a deux façons principales d'accompagner. Une première façon qui va reprendre la méthodologie de la démarche futurible, c'est la démarche que je vous ai présentée, mais on va l'appliquer aux activités des acteurs. Donc, on va les accompagner à mener cette démarche en interne. Ce qu'on avait fait sur les évolutions des métiers de l'artisanat du bâtiment avec la CAPEB, ce qu'on fait en fait avec eux. Et donc là, il y a aussi une question d'accompagner l'acteur dans la diffusion de ces résultats pour avoir cette vision partagée. Donc, il y a vraiment une notion de co-construction et de partage de vision sur la prospective au sein d'un acteur. Une deuxième façon aussi d'accompagner des acteurs, c'est de reprendre les outils de la démarche. Donc, j'ai dit, par ça, je vais dire le radar prospective, donc toutes les hypothèses et tous les facteurs clés d'imaginons ensemble les bâtiments de demain et aussi les scénarios. Et on peut aider l'acteur à s'approprier ou se familiariser avec ces outils ou en plus, on va aller un peu plus loin, mais regarder vraiment quel est le positionnement de ces activités par rapport à l'évolution de chaque scénario. Il aider à définir son stratégie. C'est quoi l'objectif pour un sujet spécifique ou quelle est l'action à mener sur telle ou telle évolution. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire avec ce type d'outils. Voilà, donc là, je passe la main à Marine qui va vous présenter le troisième axe d'action qu'on peut avoir au CSTB sur la prospective qualitative. Merci Denise. Alors oui, on va regarder de plus près le troisième axe, donc le développement de connaissances communes. En ce moment, on a la volonté de créer un nouveau groupe de travail qui sera à destination des industriels. Alors, le but de ce nouveau groupe de travail, c'est essentiellement pour créer un lien direct et favoriser le flux d'informations entre les différents acteurs, que ce soit entre les acteurs de la filière industrielle, mais aussi avec nous, pour éviter d'avoir chacun ses informations de son côté et qu'il n'y ait pas de mutualisation justement des connaissances et des informations, de permettre l'identification de potentielles collaborations et déploiement d'actions à venir sur des sujets communs. Et donc, vraiment impulser un mouvement collectif au sein de la filière sur ces sujets, comprendre collectivement comment appréhender les enjeux du secteur à venir et renforcer l'anticipation des perspectives politiques et de marché. Donc, justement, pour faire cela ensemble, réfléchir collectivement à comment on peut mieux anticiper et mieux déployer des leviers d'action sur certains enjeux. Donc, la structuration de ce nouveau groupe, on a envisagé un format d'une réunion trimestrielle
sur une demi-journée. Et donc, le groupe intégrerait une 15 à 20 adhérents. Le but des thématiques qu'on envisage en fait d'explorer au sein de ce groupe de travail, ce serait la réglementation, avec une réalisation d'une veille, une analyse réglementaire des politiques publiques, soit nationales et européennes. On sait bien qu'il y a quand même le milieu réglementaire est en mouvement constante, qu'il y a des questions d'anticipation des réglementations ou des réglementations qui vont souvent trop vite. Donc en fait, l'intérêt serait de regarder ce qui se passe de la phase de discussion au sein des thématiques jusqu'à la mise en application et l'entrée en vigueur des réglementations pour suivre les différentes évolutions et ne pas se retrouver au pied du mur en fait de façon trop importante sur la réglementation qui est imposée. Les enjeux ESG, donc environnement, social et gouvernance, pareil, on a énormément de réglementations sur le sujet, mais aussi beaucoup d'enjeux qui sont émergents. Et donc, l'intérêt, ce serait de les identifier collectivement, de les analyser et de voir les actions qui seraient possibles pour remédier et mieux les appréhender au sein de la filière industrielle. Et après, des enjeux de prospective. Donc, comment imaginer ensemble, comme le disait Denis, c'est quand même un travail qui se base sur l'intelligence collective. Donc, de faire en sorte de réfléchir ensemble à quels seraient les leviers d'action à actionner pour anticiper des scénarios et des futurs probables, en fait, pour la filière. Donc, lors de cette journée, de cette demi-journée avec les adhérents, ce serait de présenter en fait des enjeux identifiés qui seraient pertinents avec un rendu de travail de veille sur un sujet qu'on estimera intéressant, qu'il soit réglementaire, prospectif, ESG ou tout autre. Et l'un des outils qu'on aimerait mettre à disposition, c'est la création d'un dashboard d'indicateurs de suivi qui serait évolutif en fait dans le temps et accessible pour les adhérents, donc justement avec ces indicateurs qui soient réglementaires, ESG, prospectifs, et aussi d'intégrer une intervention d'un ou d'une experte, soit parmi les adhérents, soit une personne complètement extérieure au groupe de travail. En fait, ce groupe de travail, il est vraiment en train d'être structuré. On est preneur à la fois de votre intérêt sur le sujet, mais aussi de vos retours et ressentis de comment vous imaginerez ce groupe de travail, le but étant de le co-construire ensemble avec la filière. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et pour conclure et apporter les perspectives de la prospective qualitative, on a bien vu que la prospective qualitative, c'était une complémentarité importante avec les démarches quantitatives, également donc présentées par nos collègues précédemment, de travailler en intelligence collective, donc que vraiment la parole de l'entièreté des acteurs de l'écosystème soit prise en compte avec l'ensemble des problématiques. Une approche adaptable, donc en fonction des besoins de l'acteur, de son contexte et des contraintes associées, et de couvrir au plus proche les enjeux opérationnels de l'acteur. Si vous souhaitez donc être partenaire d'une des initiatives mentionnées ou bénéficier d'un accompagnement, on a joint un formulaire à travers le QR code 6 juin que vous pouvez scanner à l'aide de votre téléphone. Ça va vous envoyer sur un formulaire Google Form que vous pouvez remplir et avec lequel on sera apte à vous recontacter si vous êtes intéressé. Donc, si vous voulez des informations sur les comités d'experts à venir ou si vous souhaitez être accompagné dans une démarche de prospective qualitative ou que vous souhaitez prendre part au groupe de travail que nous sommes en train de construire. Voilà, merci beaucoup à tous pour votre attention. Et s'il y a des questions, je vais peut-être laisser cette slide comme ça, vous avez toujours le QR code de projeter et on peut passer aux questions, je pense, Philippe. Oui, tout à fait. Merci, Marine et Denise. Alors, il y avait une première question qui est peut-être plus en forme de commentaire, mais vous pouvez donner votre avis. Quelqu'un qui s'interroge sur le fait que l'environnement actuel, national et international, est assez incertain, et donc la fiabilité d'une démarche prospective dans un contexte aussi incertain. Peut-être vous avez vous-même des éléments de réponse ou votre avis. Alors, Denise, je peux commencer si tu le souhaites. Ouais, vas-y. Ouais. Je pense que justement, la prospective qualitative, elle a tout son intérêt en fait au vu de l'incertitude qu'on peut avoir avec le contexte, qu'il soit national, européen ou mondial. C'est d'ailleurs le but de la prospective qualitative, c'est de venir intégrer les incertitudes là où le modélisable ne peut pas le faire, en prenant en compte du moins les visions partagées des acteurs. Et donc, c'est justement l'intérêt aussi de créer des groupes entre nous, au sein de la filière, au sein des différents acteurs,
pour justement imaginer à la fois le pire et le meilleur et aussi les entre-deux sur les différents scénarios. Et c'est pas limité forcément à 4, ça peut être plusieurs, ça peut être moins. Mais justement, je pense qu'en imaginant la multitude de visions partagées et la multitude de possibilités, de probabilités à venir, surtout dans un contexte aussi incertain que le nôtre en ce moment, c'est ce qui permettra en fait d'anticiper au mieux en mettant un maximum d'actions et de leviers en place, ou du moins un listing de ce qui pourrait être mis en place en cas de, d'arrivée d'un soudain d'un facteur qu'on n'aurait pas, qui n'existait pas avant, mais que d'un coup est arrivé. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. Si on anticipe ce type de contexte, on peut être à même de mettre en place certaines pratiques. Voilà, c'est tout l'intérêt de l'anticipation, à mon sens en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Denise. Non, non, mais c'est exactement, moi, pour moi, c'est exactement l'objectif de la prospective qualitative. C'est exactement parce qu'on est dans un contexte incertain. On a toujours des contextes incertains. Il faut qu'on essaye de les imaginer et de tracer des futurs possibles avec cette incertitude pour les intégrer. Donc, c'est exactement l'objectif et les points. Voilà. Très bien, bah merci. Alors, moi, j'avais également une question pour vous. Est-ce que vous pourriez peut-être donner quelques exemples un peu plus spécifiques qui illustrent la complémentarité des approches de prospective qualitative et quantitative? Est-ce que vous Oui, pouvez oui, nous oui, commenter c'est une un peu bonne plus? question. Alors, ça, je pense qu'il est dans les chats même, Jean-Christophe, il avait posé la question dans la présentation précédente, si on pourrait intégrer, par exemple, des scénarios d'imaginons ensemble les bâtiments des démons dans les outils. C'est un exemple, c'est est-ce qu'on peut imaginer, comment on peut compléter cette imagination, ce travail de imaginer des futurs différents, il est tracé, après il est quantifié avec les outils. Donc là, c'est un exemple concret. Je pense que Jean-Christophe, il a déjà donné un exemple. Après, il a d'autres exemples plus pratiques sur nos activités. Par exemple, même sur des bâtiments, imaginons ensemble des bâtiments de démons, il a eu l'identification de la répartition territoriale qui était importante. Donc là, on a commencé à travailler sur ça aussi dans la quantification. Donc, on a aujourd'hui des travaux de recherche sur la sobriété immobilière et l'évolution aussi de la territorialisation de la demande de besoins en termes de logement. Donc, voilà, il y a quelques exemples comme ça de la complémentarité de demandes qui viennent d'un côté et qui viennent compléter par l'autre et aussi de l'autre sens. Merci. Alors, je m'interrogeais aussi sur le comité de consommation d'eau dans les bâtiments. Est-ce que vous pourriez préciser les principaux enjeux sur lesquels les travaux seront focalisés? Oui, alors là, le groupe, enfin le comité est vraiment en train de prendre forme. On est en pleine structuration des travaux sur le sujet. Mais après, c'est un sujet qui a été de plus en plus émergent. C'est l'une des seules ressources, l'eau, où on y pense, on va dire, un peu moins, pas dans les études, mais qui est très, très, très difficile à quantifier, même économiquement, en fait, à savoir quel est le coût de l'eau, à combien on va l'utiliser, quelle sera la quantité future, et on l'utilise vraiment partout. On a vu qu'il y avait de plus en plus de tensions au niveau sécheresse dans le monde, mais aussi à des sujets plus locaux, où on voit que certains sujets, comme des chantiers de construction, ont été mis en stand-by dans certaines régions de France, où justement l'eau est indispensable lors de la construction avec d'autres ressources. Donc, en fait, on va essayer de voir largement où c'est qu'on peut, on peut intégrer tous les enjeux, mais il y a un énorme enjeu de pression hydrique. Donc, en fait, il faut qu'on voit comment on la consomme, en quel volume, quelle quantité, et après, quelle est l'utilisation derrière, que ce soit vraiment en amont de la chaîne, comme lors de l'usage en fait de l'eau. Donc, ça va être à définir entre nous, on va voir, mais c'est un gros sujet qui va être un gros chantier. Merci beaucoup. Et alors, peut-être une dernière question dans le chat, c'est un commentaire également, en forme de question également, c'est concernant l'impact de l'IA sur l'opinion l'opinion humaine, en tout cas, et est-ce que la personne s'interroge sur l'impact, la force de l'intelligence collective? Est-ce que ça restera une force motrice ou suggère que peut-être il faudrait hybrider le processus, voire ouverture à d'autres approches? Est-ce que vous pouvez commenter cette question?
Alors pour ça, non, c'est une question assez intéressante, ouverte. À mon avis, je pense qu'il ne peut pas remplacer l'intelligence humaine, même si c'est très intéressant, hein, c'est pas une critique, mais c'est pour ce type d'approche, c'est hyper basé, on peut s'appuyer sur certains outils ou certaines méthodes de l'IA, mais il faut quand même avoir des humains derrière pour qu'il y ait du sens, pour qu'il y ait de la cohérence, peut-être pour la partie plus complétude, on peut essayer d'avoir des méthodes ou des outils plus d'IA qui peuvent justement hybrider. Donc, si on utilise notre intelligence pour l'utiliser de la meilleure façon possible, moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais il faut quand même avoir notre expérience qui n'est pas remplacée par notre perception, qui n'est pas remplacée par ces outils. Voilà, c'est ce que Je suis en phase. Et Je suis en merci phase beaucoup. Voilà, Denise. exactement. Des belles synthèses. On peut utiliser l'IA pour faire de belles synthèses, pour mettre des mots-clés, voilà, faire des choses assez sympas. Mais il faut quand même avoir nous derrière pour les. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à tous les orateurs. Je crois que Vincent, on peut conclure maintenant notre Oui. webinaire. Tout à fait. Merci à toutes et tous pour ces présentations. Nous arrivons maintenant donc au terme de ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, si des questions n'avaient pas trouvé réponse pendant la séance, elles feront l'objet d'une réponse par mail à l'issue de notre webinaire. Vous serez donc aussi par ailleurs destinataire des présentations du jour et du replay dès qu'il sera disponible. Il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. Vous serez tenus au courant des prochaines dates de webinaires organisées par la DRI. Et je vous partage aussi cette information. Donc, la journée de la recherche du CSTB se tiendra le 20 mai prochain au SMA BTP à Paris 15e sur la thématique bien-être et santé des espaces habités, des défis pour la recherche. Je mets le lien d'inscription tout de suite dans le chat afin que vous puissiez vous inscrire, soit à distance, soit pour assister à cette journée en direct. Donc, merci aux intervenants également et aux équipes de la direction recherche et innovation, de la direction économie et ressources et de la direction énergie-environnement pour nous avoir proposé ce webinaire recherche et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la DRI. Très bonne journée à toutes et tous.